je voudrais rappeler qu'au moment où la France a établi son protectorat sur le Maroc en 1912, le Maroc était un pays internationalement délimité par des conventions internationales. Ses frontières ont été confirmées par des conventions internationales. Depuis, la France a essayé de modifier de temps en temps quelques lignes de la frontière, notamment dans le sud du pays. Ceci n'était pas difficile, puisque la France administrait l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, et que tantôt elle faisait entrer certains territoires marocains sous l'administration algérienne, tantôt certains territoires tunisiens sous l'administration algérienne à l'est de la frontière. Des archives importantes et qui sont accessibles à tout le monde existent dans des bibliothèques ou dans des administrations françaises qui prouvent cette mobilité de la frontière des deux pays. En 1956, quand le Maroc a obtenu son indépendance, il y a eu un accord avec la France. Elle reconnaissait d'abord notre souveraineté, mais il y avait 2 ou 3 problèmes très importants qui devaient être examinés en accord entre les deux pays plus tard. Un de ces problèmes était le problème des frontières, puisque la France demeurant en Algérie, c'est-à-dire que l'Algérie étant considérée comme territoire français, il fallait que le Maroc et la France déterminent quelles sont les lignes qui départagent leur territoire. Il n'y avait pas de conflit entre la France et le Maroc sur la frontière qui va de la Méditerranée, Oujda, jusqu'à au-dessous de un peu plus de 200 km au sud, selon cette ligne. Au-dessous de Fidig, bien au-dessous de Fidig. Well below Fidig. Cette frontière était internationalement reconnue depuis 1845. C'est-à-dire, lorsque le Maroc avait intervenu une première fois militairement aux côtés de l'Algérie, dans le siècle dernier, pour aider l'émir Abdelkader contre le général Bugeaud, nous avons intervenu militairement, nous avons perdu la bataille contre la France, et la France nous a dicté des conditions de paix. Par conséquent, cette frontière était déjà imposée au Maroc dans des conditions de faiblesse. Elle fut confirmée donc par l'accord de 1845. Le reste de la frontière marocaine n'avait jamais été limité de façon précise. Je me permets de rappeler que dans les pays désertiques, dans les pays où il y a le sable notamment, la notion de frontière n'est pas linéaire, la notion de frontière est zonale. Beaucoup de géographes, beaucoup d'hommes politiques ont toujours tenu compte de ce concept particulier dans certaines zones du monde. Alors, je reviens à l'accord qui a été fait entre le Maroc et la France au lendemain de notre indépendance. Les 2 gouvernements se sont engagés à constituer une commission franco-marocaine qui examinerait le problème des frontières, négocierait et finirait ces négociations de façon satisfaisante pour les 2 pays. Nous avons continué à échanger des notes officielles avec le gouvernement français. Tantôt c'est le Maroc qui prenait l'initiative de la démarche, tantôt c'est la France qui prenait l'initiative de la démarche. Qu'est-ce qui a empêché que la France et le Maroc s'entendent? L'existence de la guerre d'Algérie. J'insiste sur ce point parce que je vais vous montrer tout de suite un autre aspect du problème. Vous savez que Tanger était une zone internationale. Vous savez que l'Espagne avait toute une zone dans le nord du Maroc. Vous savez également que l'Espagne avait une autre zone dans le sud. La difficulté sur ce côté spécial venait du fait qu'il y avait des circonstances particulières. Quel est, du côté de la France, quelles sont les raisons qui l'a poussé à ne pas régler immédiatement le problème avec nous? Une autre assistance marocaine va nous coûter cher. Une autre assistance marocaine à l'Algérie est la base de cette difficulté. Le FLN, c'est-à-dire le mouvement national algérien, avait obtenu de la part du Maroc la possibilité d'installer et d'entraîner des troupes et de faire des dépôts de matériel militaire tout le long de cette frontière. La France venait attaquer constamment, même après notre indépendance, venait attaquer cette zone, non pas pour remettre en cause la souveraineté du Maroc sur ces territoires, mais en guise de représailles contre le Maroc qui permettait aux Algériens d'agir contre l'armée française à partir du territoire marocain. C'est cette situation qui a retardé les négociations avec la France. Une des raisons qui a retardé ces négociations. C'est cette situation qui a retardé les négociations avec la France. Une des raisons qui a retardé ces négociations. La deuxième raison qui a retardé ces négociations est qu'à un moment donné, la France a accepté
d'aborder ce problème avec le gouvernement marocain. Mais à ce moment, le gouvernement marocain, comme beaucoup d'autres gouvernements dans le monde, avait déjà reconnu le gouvernement provisoire de l'Algérie. Conséquence logique de cette reconnaissance était pour nous que la seule voix qui pouvait parler au nom de l'Algérie n'était plus la France, mais le gouvernement provisoire algérien. Le gouvernement français a remis une note écrite au gouvernement marocain, et Sa Majesté le Roi l'a signalé il y a quelques jours dans sa conférence de presse. Dans cette lettre, le gouvernement français nous disait de constituer la commission et de commencer à discuter. Nous avons dit non. Oui. La France ne peut plus parler au nom de l'Algérie. Il n'y a que le gouvernement algérien qui peut parler au nom de l'Algérie. Peut-être que dans l'immédiat, c'est une attitude politique erronée, mais pour la permanence des valeurs qui font la civilisation d'un pays et qui font la morale de sa politique, nous pensons que nous n'avons pas eu tort. Puis, nous n'avons plus eu de dialogue avec la France. Les membres du gouvernement algérien ont été mis au courant de l'attitude du gouvernement marocain. Ils ont exprimé leur gratitude à l'ancien roi du Maroc. À côté de cette gratitude, il faut qu'entre nous commencions à discuter de ce problème. Nous avons entamé des contacts avec le gouvernement algérien qui ont abouti à l'accord signé entre le président Farhat Abbas et le roi du Maroc Hassan II. Ce document est rendu officiel depuis quelques jours. Les Algériens s'engagent de la façon la plus claire à considérer que le jour de leur indépendance, les limites que la France leur laisserait ne seront pas opposables au Maroc. Voilà la base historique et juridique du problème. Malheureusement, depuis l'indépendance de l'Algérie, bien que les responsables algériens disent qu'il y a un problème, ils sont depuis 2 ans en train de trouver des raisons pour ne pas aborder cette négociation. Ils ont d'abord dit que le président Ben Bella n'était que chef de gouvernement et qu'il attendait que des institutions nationales sortant d'élections soient installées. Ensuite, ils ont dit nous avons une opposition à l'intérieur du pays, ce n'est pas le moment de discuter de ce problème. Chaque fois, nous avons accepté ces raisons. Et récemment, quand le roi du Maroc est allé en Algérie, le président Ben Bella lui a dit ce problème, je vous promets que nous le réglerons en octobre ou en septembre. Malheureusement, depuis la fin du mois de septembre, et à cause des problèmes internes de l'Algérie, le président Ben Bella a trouvé le prétexte qui est classique chez beaucoup de gouvernements de déplacer l'intérêt de l'opinion algérienne et de l'opinion internationale sur un nouveau problème des frontières pour faire oublier le problème des difficultés internes. D'abord, il nous a accusés d'aider l'opposition. Mais sur ce point, nous sommes allés au mois de mars, le roi est allé au mois de mars en Algérie, et il a remis comme cadeau à l'Algérie à peu près 4 millions de dollars de matériel militaire. On ne peut pas aider un gouvernement militairement et être complice de l'opposition. L'opposition nous a accusés de donner à M. Ben Bella les moyens militaires de renforcer sa dictature. Tout cela a intervenu à la fin de septembre. Les Algériens ont commencé à attaquer des petits postes le long de la frontière ici. Comme cela peut arriver très souvent entre beaucoup de pays, nous nous sommes contentés de demander à notre ambassadeur à Alger ou de demander à l'ambassadeur algérien à Rabat de nous donner des explications. Mais tantôt on nous disait que ce sont des éléments incontrôlés de l'armée qui n'est pas encore disciplinée, qui n'est pas encore unifiée. Tout cela ne peut pas constituer un danger très grave entre 2 pays voisins, amis et frères. Mais il y a eu une attaque beaucoup plus grave dans la nuit du 3 octobre et nous avons envoyé un messager spécial à M. Ben Bella, un ministre marocain et le directeur militaire, le directeur du cabinet militaire du roi sont allés chez M. Ben Bella pour examiner cette situation avec lui. Nous nous sommes mis d'accord pour tenir une réunion à Oujda. Le meeting a eu lieu. Malheureusement, bien que nous nous sommes entendus dans un communiqué commun qu'il n'y aura plus d'attaques sur la frontière, qu'il n'y aura plus d'insultes à la radio, qu'il n'y aura plus d'injures entre les 2 gouvernements, le 8 octobre, dans la nuit du 8 octobre, l'armée algérienne a attaqué ces 2 postes ici avec une attaque préparée du matériel lourd, de l'artillerie, de l'infanterie, et elle a attaqué ces 2 postes marocains. Nous avons signalé à M. Ben Bella que 2 postes marocains ont été attaqués. Ils ont dit que ce sont des postes algériens. Je vais me permettre de vous montrer cette ligne qui est ici au bas de la frange verte, c'est-à-dire par le résident général français. Pourtant, les 2 postes qui ont été attaqués, Sibeyda et Tinjdoub, ont été
d'après même cette carte faite par les Français, à 55 km de la frontière provisoire. Que c'était au moment où le général Juin était résident au Maroc. Trois objectifs de sa politique à cette époque étaient d'éliminer le mouvement nationaliste. À peu près 16 000 nationalistes ont été en prison. D'éliminer le roi du Maroc, qui avait été envoyé en exil en 1953, et de réduire le territoire marocain aussi petit que possible. Je me réfère à cette date que le général Juin n'a pas tracée dans l'intérêt du Maroc, qu'il savait très bien qu'il allait devenir indépendant. Je suis catégorique, et le roi du Maroc, avec toute son autorité, l'a dit devant le monde entier, nous avons été attaqués militairement le 8 octobre dans 2 postes marocains. On peut tout pardonner à ses frères, mais quand ils cessent d'être vos frères, on ne pouvait pas les traiter comme tels. Le roi du Maroc a un devoir, de la part de la Constitution du Maroc, de défendre l'intégrité du territoire. C'est le premier devoir du roi. Toute la dynastie actuelle a eu, depuis 4 siècles, un devoir permanent, c'est de défendre les frontières du Maroc. Le peuple marocain a été derrière lui, et nous avons rejeté l'attaque, et nous avons réoccupé ses postes. Vous connaissez le déroulement des opérations militaires. Beaucoup de Marocains sont morts, beaucoup encore, bien plus d'Algériens sont morts. Tout cela est inutile et déplorable. Vous connaissez aussi les efforts qui ont été déployés par plusieurs chefs d'État, notamment l'empereur d'Éthiopie, pour arranger la situation entre les deux pays. Nous sommes sûrs de notre droit. Nous avons aussi le courage de dire que nous sommes forts militairement. Et seulement ceux qui se sentent forts sont ceux-là seuls qui acceptent de négocier. Alors nous avons été pour les arguments qui ont été avancés par tous ceux qui voulaient que d'abord le cessez-le-feu intervienne. Nous avons accepté ce cessez-le-feu et un accord a été signé à Bamako. Le lendemain de l'accord, et avant que l'heure fixée pour le cessez-le-feu n'arrive, les Algériens attaquent une ville marocaine de 15 000 habitants, qui n'a jamais été autre chose que marocaine, ni du temps des Romains, ni du temps des Turcs, ni du temps des Français. Pourquoi les Algériens ont fait ça? Peut-être ils voulaient avoir un gage en territoire marocain avant le cessez-le-feu et négocier au moment où ils ont un territoire marocain important. Des observateurs étrangers ont donné une autre explication. Ils ont dit que M. Ben Bella, quand il est revenu de Bamako à Alger, n'a pas été très bien accueilli par ses amis, qui lui ont dit qu'à Bamako, il n'a rien obtenu. D'autres encore expliquent que le colonel Boumediene, qui est le chef de l'armée, se sentait extrêmement embarrassé d'avoir engagé l'armée algérienne pour qu'il finisse uniquement dans un massacre sans résultat. Mais je vais vous en donner une autre qui, celle-là, confirmée officiellement. Au moment où l'accord était signé à Bamako, le commentateur officiel de la politique égyptienne a dit que cet accord était un échec de l'Algérie et que cette paix n'était que dans l'avantage du Maroc, que si l'Algérie s'arrêtait là, la révolution algérienne est condamnée à mourir. Nous avons laissé M. Nasser dire ce qu'il voulait. Nous ne sommes pas attachés à chercher les raisons pour lesquelles les Algériens ont fait cette attaque nouvelle, mais nous avons défendu de nouveau notre territoire. Et cette crise révèle 2 choses importantes pour nous. Que d'abord, en Algérie, la situation interne est tellement complexe que la responsabilité du pouvoir n'est pas entre les mains d'un même homme ou d'une même tendance. Qu'il y a une tendance en Algérie, je ne sais pas laquelle, qu'il y a M. Nasser derrière elle. Que M. Nasser veut, à la faveur de la crise entre l'Algérie et le Maroc, d'intervenir dans le Maghreb. Le Maghreb a toujours été, bien que faisant partie de la Ligue arabe, bien que faisant partie de l'ensemble de la communauté arabe Est ou Ouest, ne s'est pas toujours mêlé aux problèmes locaux du Moyen-Orient. Ni la Tunisie, ni le Maroc n'ont jamais laissé, depuis leur indépendance, le président Nasser intervenir dans leurs affaires comme il intervient en Syrie, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Irak ou en Jordanie. La crise algérienne a été une bonne occasion pour lui de venir en Afrique du Nord. J'ai la certitude que par les voies diplomatiques qui sont actuellement en préparation, l'Algérie et le Maroc régleront leurs problèmes et seront de nouveau des frères et de bons voisins. Mais ce que nous défendons aujourd'hui, c'est non seulement l'intégrité de notre territoire, mais aussi certaines idéologies qui sont extérieures à l'Afrique du Nord
et que certains idéologues veulent introduire dans la zone. Nous sommes entièrement confiants en nous-mêmes. Il a fait ses preuves, c'est un pays stable, il suit le mouvement contemporain de progrès, de démocratie, avec des étapes lentes mais sûres. Nous coopérons dans le monde avec des pays démocratiques et nous pensons sur leurs expériences démocratiques. Nous n'avons absolument pas peur qu'un socialisme quelconque, qui est une forme déguisée de nouvelle dictature, s'installe à nos frontières, mais ce sont ceux qui nous attaquent qui ont l'air d'avoir peur. C'est au Maroc où il y a dans la Constitution la pluralité des partis, plusieurs syndicats, beaucoup de journaux qui sont contre le gouvernement, des ministres qui vont aux élections et qui échouent aux élections. Mais si le socialisme est une forme libérale de la société, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité, ce n'est pas le Maroc qui a mis le général Najib en prison, ce n'est pas le Maroc qui a mis les compagnons de lutte et de prison de M. Ben Bella dans une prison algérienne. Si chacun veut dire qu'il est socialiste, nous sommes aussi socialistes. Nous, notre socialisme consiste à enrichir les pauvres et non pas un socialisme qui consiste à appauvrir les riches. Je peux vous donner l'assurance, en vous remerciant de votre attention, que ces principes-là, le Maroc les défendra contre qui que ce soit. Quand l'accord de Bamako a été signé, il a été convenu que la conférence d'Addis Ababa se réunirait et je ne sais pas si vous connaissez le règlement intérieur de la charte d'Addis Ababa. La réunion doit avoir lieu 15 jours après que la demande en a été faite. Après l'attaque de Fidig par les Algériens, le Maroc a demandé une réunion urgente. Il n'y a pas dans la charte de l'Organisation des États africains un article ou une résolution ou un texte quelconque qui dit que les frontières qui sont laissées aux pays africains par le colonialisme doivent être les frontières définitives entre les États membres. Vous vous souvenez qu'au moment de l'indépendance de l'Amérique latine, dans le siècle dernier, il y a eu de grandes batailles militaires et Dieu merci, après seulement une grande bataille juridique qui dure toujours, pour savoir quelle est la valeur d'un tel principe. Mais en ce qui concerne le Maroc, j'ai commencé tout à l'heure exprès par vous rappeler les frontières internationales du Maroc. Quand le colonialisme s'est installé au Maroc, le Maroc avait des frontières très précises. Le colonialisme, en partant, l'a laissé beaucoup plus petit qu'il ne l'a trouvé. Si dans le reste de l'Afrique, il y a aujourd'hui des partages qui ont délimité certains pays, c'est parce que l'Empire français d'Afrique était partagé en deux grands territoires, l'Afrique orientale française et l'Afrique occidentale française. Alors, ce sont ces deux grands territoires qui, depuis quelques années, sont devenus 13 États. Si ces 13 États admettent entre eux que dans la grande zone qui les englobait tous, maintenant qu'ils sont séparés, ils veulent respecter ces frontières, si ces 13 États admettent entre eux que dans la grande zone qui les englobait tous, maintenant qu'ils sont séparés, ils veulent respecter ces frontières, cet accord ne peut avoir que la valeur qui s'attache à des accords bilatéraux ou multilatéraux entre une certaine zone territoriale. Je précise en dernier lieu que lorsque la France a reconnu l'indépendance du Maroc, il ne lui a pas laissé des frontières définitives, il lui a laissé un dossier des frontières à examiner avec elle. La France a bien dit, le problème des frontières n'est pas réglé, nous les réglerons plus tard. Or, les Algériens ont reconnu que ce problème existe entre eux et nous.